père m'a choisi. Mm. Il m'a sorti d'une famille d'accueil à ce moment-là. Il est venu me chercher, il a fait un deal avec une femme. Cette femme-là s'est occupée de moi et s'est substituée à ma mère, ma mère est décédée quand moi j'étais très jeune, à l'âge de 10 ans. Que tu n'as pas connu ta mère biologique? Je l'ai connue très peu, je ne l'ai pas vue souvent. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Éric. Ben merci, tu m'as rajeuni d'une année. Ben oui. J'ai 62 ans et j'aurai bientôt 63 ans, c'est-à-dire au mois d'octobre. Ah, et moi, écoute, pendant 3 ans, j'ai eu 33 ans. Ça m'arrive souvent. Ma grand-mère a été comme ça pendant des années. Je pense qu'à partir de l'âge de 62 ans, elle a arrêté de dire qu'elle vieillissait. Puis ça a été ça pendant des dizaines d'années. Et ma sœur est en train de l'imiter en ce moment, ce qui est un peu drôle. Oui, puis souvent, c'est pas volontaire. On veut pas faire ça de manière volontaire. C'est qu'on est tellement pris dans toutes sortes de choses. Puis on est tellement jeune de cœur que l'âge... L'âge n'a pas tant d'importance que ça. Ça dépend, bien sûr, du vécu, ce qu'on a fait de toutes ces années-là. Du cheminement de vie. Oui, exact. Exactement. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. On s'était vus à quelques reprises, 1 ou 2 reprises, tu m'avais reçu à une de tes émissions. Donc, et moi, c'est important parce que là, je sais que tu as quand même un bon cheminement de carrière et tu as des choses à dire aussi. C'est drôle parce que tu as parlé de famille, j'ai pas de difficulté. D'éducation, c'est un peu nouveau pour moi. Mais ça, on y arrivera éventuellement. Oui, puisque certainement. c'est ta niche à toi, là. J'ai hâte d'en parler. Ouais. Oui, bien, c'est pour ça. Puis je pense que tu as vraiment beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, je veux te souhaiter quand même mes condoléances. Merci. Parce que ton papa est parti il y a quelques journées. Oui, ça fait pas longtemps. Il est décédé à 3 jours d'avoir ses 95 ans. Je me faisais une fête et lui-même aussi. Il était très étonné d'avoir vécu si longtemps. Et c'est plate parce que la semaine précédente de son décès, j'ai pas pu aller le voir parce que justement, dans mon école, il y a eu un test. Il y a quelqu'un qui a été testé positif COVID. Il a fallu que j'aille passer un test COVID qui s'est avéré heureusement négatif. Mais pendant cette fin de semaine-là, parce que la semaine, je pouvais difficilement aller le voir, j'ai pas pu aller le voir. Puis la fin de semaine suivante, le vendredi matin, il a eu un premier problème de santé qui finalement l'a amené vers la mort. J'ai eu la chance, je te dirais en même temps, de pouvoir être avec lui parce que quand je me suis rendu à l'urgence, je n'ai pas pu entrer. En COVID, ils ne reçoivent personne. Et c'est quand ils l'ont changé pour le mettre dans une chambre que finalement, vers minuit à peu près, le docteur a appelé en disant que ce serait peut-être une bonne idée de se rendre à l'hôpital. Puis là, j'ai fait OK. On s'en va dans le dernier droit. Puis quand je suis arrivé, j'ai pu être avec lui jusqu'à son dernier souffle. C'est drôle parce que mon père et moi, on avait failli mourir. Je lui avais sauvé la vie alors que j'avais 8 ans. Ah oui? Oui. Mon père a eu la clarté, la bonne idée quand j'étais tout jeune. Ma soeur et moi, on a pris des cours de natation. Puis moi, j'aimais beaucoup l'eau. Et j'ai excellé là-dedans. J'ai pris des cours de sauvetage. Et pendant longtemps, mon père nous amenait les hivers au Mexique. Et pendant un de ces hivers, alors que j'étais âgé de 8 ans, on s'est baigné, mon père, moi et un ami qui était un peu comme un frère à moi. En fin de journée, en fin d'après-midi. Et à ce moment-là, à la plage où on était, parce que c'est une plage très déserte, on ne s'est pas aperçu, mais c'était la marée basse. Et la marée basse, ça t'entraîne au large. Et on s'amusait, on était dans l'eau, on avait du plaisir, et tout à coup, on n'avait plus pied. C'est-à-dire que nos pieds ne touchaient plus le fond, on était entraîné vers le large. Mon père a paniqué, l'ami qui était un peu comme mon frère, comme je t'ai dit, lui aussi, mais pas moi. Moi qui avais pris des cours de natation, j'ai pas paniqué et je me suis longtemps battu dans l'eau là, pour essayer de les sauver. Et j'ai finalement pu sauver à la fois cette personne-là qui était comme mon frère, mais également mon père à ce moment-là. Et je me souviens que mon père m'avait dit « Va vers le bord, on va mourir. » Et j'avais dit du haut de mes 8 ans oui. Papa, c'est pas comme ça qu'on va mourir. » Et c'est drôle parce que ça m'est revenu le soir, la nuit, quand il est décédé. Effectivement, j'avais raison. C'est pas comme ça qu'on va mourir. Alors, j'ai eu la chance d'être avec lui à ce moment-là. Puis, à du haut de tes 8 ans, là, ça ouais. fait une... Non, puis ça, je te dirais que je remerciais mon père d'une certaine façon. Mon père
beaucoup sauvé la vie. Je ne sais pas si je vais aborder le sujet, mais la vie que j'ai eue, c'est d'abord et avant tout grâce à un homme qui est venu me chercher et qui m'a pris pour son fils. Parce que mon père n'était pas mon père biologique. Ah donc, non? Non. OK. Mon père m'a choisi. Il m'a sorti d'une famille d'accueil à ce moment-là. Il est venu me chercher. Il a fait un deal avec une femme. Cette femme-là s'est occupée de moi et s'est substituée à ma mère, qui, ma mère, est décédée quand moi j'étais très jeune, à l'âge de 10 ans. Que tu n'as pas connu ta mère biologique? Je l'ai connue très peu. Je ne l'ai pas vue souvent. C'était une très belle femme, une blonde aux yeux bleus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai gardé ce goût des blondes aux yeux bleus. Puis en ce moment, ben, c'est plus les noirs aux yeux verts. Je ne sais pas, j'ai comme changé en cours de route. Mais tout ça pour te dire que on était quittes, mon père et moi. Puis quand il est parti, parce qu'on a eu des différends durant notre vie, il avait un bon caractère et moi aussi, j'avais eu le temps de faire des mises au point avec lui et de boucler les boucles. Alors, j'étais en paix et lui aussi, je pense, à ce moment-là. On avait réglé ce qu'on avait réglé entre nous deux. Puis tu dis qu'il t'a choisi, donc oui. Là, tu étais en famille d'accueil, ce que je comprends? Oui, j'avais été placé en famille d'accueil. Ma mère biologique, étant incapable de s'occuper de moi, m'avait placé dans une famille d'accueil. Et lui trouvait ça absolument incroyable. Et étant donné qu'il ne pouvait pas aller chercher un enfant sans avoir une femme, il a fait un deal avec une femme et il était encore, ça fait 62 ans qu'ils sont ensemble, 60 ans qu'ils sont ensemble. Et ce deal-là, cette union-là s'est fait parce qu'il y avait un petit bonhomme de 2 ans qui arrivait dans leur vie. Ils ont décidé donc de s'occuper de moi et de faire quelque chose avec ce qu'ils avaient entre les mains. Deux parents qui n'étaient pas biologiques, mais qui m'ont donné bien plus que ce qu'auraient pu me donner mes propres parents biologiques. Ben oui, puis il t'a transféré aussi, il t'a transmis la passion, l'amour de l'animation. Absolument, absolument. Ça a été, il m'a inoculé de son optimisme, de son amour du métier, de la culture, de nos artistes. Et ça m'a permis d'avoir une carrière de mon côté, moi aussi. De suivre un peu ses traces, modestement, parce que je n'ai pas eu le même genre de carrière que mon père. Mais je suis content d'avoir pu moi-même porter le flambeau de la famille. Oui, en tout cas, je considère que tu as fait vraiment des Je ne l'ai pas échappé. Je l'ai pas échappé, c'est ça. Certainement. Tu parles de ta sœur. Donc, elle, est-ce que tu parles d'une sœur? Oui, c'est ma sœur. On a 10 mois de différence, ma sœur et moi. Elle habite aux États-Unis. Elle a eu une vie un peu différente de la mienne. Elle s'est plutôt concentrée vers une carrière. Ensuite, elle s'est mariée, elle a eu 3 enfants. Puis maintenant, elle est revenue. C'est une artiste dans l'âme, c'est une artiste peintre. Et elle fait de très belles toiles. Puis je ne la vois pas souvent, mais surtout avec la COVID maintenant, les frontières sont fermées. Mais on garde un lien très étroit, ma sœur et moi. Et elle, est-ce qu'elle a été adoptée aussi? Est-ce qu'elle a été... Oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est-à-dire qu'elle était plus reconnue que moi j'étais. Moi, j'étais plutôt je veux pas dire un accident, mais disons une surprise à l'époque. OK. Et d'ailleurs, on m'a dit que j'avais été conçu dans les coulisses d'un théâtre. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai une petite fibre théâtrale aussi. Ça vient peut-être de là. Les gens sont là, c'est oui, ça? Exact. Exact. Tu connais bien. Donc, l'enfance, quand même une enfance heureuse. Très heureuse. Ma sœur, moi, je l'ai connue, j'avais 5 ans, puis on m'a dit, tiens, Éric, tu as une sœur. Je l'avais déjà vue, je l'avais entrevue, puis ça faisait pas mon affaire. Quand tu es enfant unique, d'avoir une sœur, puis ma sœur avait 10 mois de différence de plus vieux que moi. Puis elle était surtout très bonne à l'école, et on va y revenir. Ma sœur, c'était une studieuse, c'était quelqu'un qui avait toujours des beaux bulletins, alors que moi, j'étais un peu... j'avais le bonnet d'âne, si tu veux, parce que ça a pris du temps à le découvrir, mais j'avais un trouble d'apprentissage, mais tu sais, on parle il y a quand même très longtemps. Si j'ai 62 ans, je vous parle de ça alors que je suis au primaire. Alors, ça a pris beaucoup d'années avant que l'on fasse la différence entre quelqu'un qui ne voulait pas apprendre et quelqu'un qui avait des difficultés d'apprentissage. Oui, c'est ça. Là. C'est effectivement, il n'y avait pas de diagnostic dans le temps. Ça s'en venait. C'était vraiment le début. J'étais dans une école de Montréal, d'ailleurs, spécialisée. Mon père m'avait envoyé là. C'était le centre de réintégration scolaire qui était sur le boulevard Saint-Joseph, près de Saint-Laurent. Mais tu sais, avant d'arriver dans cette école-là, qui a été, je te dirais, en quelque sorte, une planche de salut pour moi, mon père m'avait envoyé voir un psychologue. Le psychologue avait dit à mon père, votre fils fait tous les efforts pour ne faire aucun effort. Imagine-toi, c'était ça son diagnostic, ce psychologue-là.
Ensuite, on m'a prescrit des lunettes. Et je me suis retrouvé avec des lunettes à 3 foyers. Je ne sais pas si tu le vois, mais j'ai 62 ans, je ne porte toujours pas de lunettes. Alors, il y a un diagnostic erroné là encore. Je me suis retrouvé avec des lunettes, des maux de tête. Et jusqu'au jour où, finalement, mon père a trouvé ce centre-là, il m'a inscrit là et j'ai pu mettre le doigt, en fait, les éducateurs, les gens autour de moi ont pu voir qu'effectivement, c'était pas de la mauvaise volonté, mais c'était vraiment de la dyslexie dont je souffrais. Mais on était au début, si on veut, de ces diagnostics. Et à ce moment-là, on faisait juste te dire t'es dyslexique. Il n'y avait pas le service qui venait avec. Non, il n'y avait pas tout le support que l'on a maintenant, malheureusement. Alors, j'ai vécu avec ça et je vis encore avec ça aujourd'hui. Et donc, quand même, tu vas être après ça dans un métier justement de parole, d'écriture. Oui. Et j'avais cette facilité-là. Puis, tu sais, j'étais un enfant, très tôt dans ma vie, je détestais le silence. J'avais peur. Alors, je me mettais un petit radio sous ma tête d'oreiller, sur mon oreiller, et j'écoutais les émissions de radio de fin de soirée et de nuit, des voix rassurantes. Et c'est comme ça que je suis devenu vraiment un grand amant de la radio. Je me suis dit, un jour, je vais faire ça. J'ai eu un petit templier avec un micro que j'ai trouvé dans les affaires dans la maison. Je me suis bidouné une sorte de station de radio et j'ai commencé à faire de fausses émissions de radio dans mon sous-sol chez nous. Et rapidement, tu sais, je t'ai parlé de l'école, le Centre de réintégration scolaire, il y avait eu des auditions. Et lors de ces auditions-là, j'ai été choisi pour être critique de livres pour enfants à la radio, imagine-toi, à CKAC. Donc, pendant une bonne période de temps, pendant tout l'été, en fait, j'ai fait des critiques de livres pour enfants à la librairie Hachette. Alors, à toutes les semaines, je venais et pendant 4-5 minutes, je venais parler d'un livre que j'avais lu pendant la semaine. T'avais quel âge à l'époque? Écoute, je pense que je n'avais pas tout à fait 10 ans encore. Donc, l'élève qui faisait beaucoup d'efforts pour ne pas faire d'efforts. Oui, voilà, exact. Donc, se retrouvait... Parce que comme j'avais cette facilité-là, moi, j'ai grandi à travers beaucoup d'adultes, des gens très verbomoteurs. Je pense que j'ai été moi-même piqué de la même aiguille. Oui, puis est-ce que cette dyslexie-là te nuit ou t'as senti que ça te donnait, ça te faisait... Disons que c'était difficile pour toi dans le métier que tu choisissais? D'abord, ne serait-ce qu'au niveau scolaire, c'était très difficile. Puis, tu sais, dans ces années-là, on est dans la révolution de l'école conventionnelle qui devient les polyvalentes. Mm-hmm. Moi, je suis arrivé à l'école, je pense que c'était en 1972, 72. Donc, on était vraiment les premières années des polyvalentes. C'était des usines avec des enfants, tu sais, des salles de classe. Avant, tu avais le même professeur toute la journée. Là, il fallait que tu prennes ton sac, que tu changes de salle de classe, d'étage souvent, parce que c'était énorme. Là. Il y avait 1500 élèves dans ma polyvalente. Celle où j'allais, c'était André Laurando. Puis juste avant, j'avais été à l'Académie Michel Provost à Montréal, qui était une école privée, où là, j'avais, je te dirais, un autre traitement, où j'avais un seul professeur et plein de matières. Je dis un seul, mais j'en avais d'autres, là, mais... Donc, ça a été un bouleversement. Puis quand je suis arrivé donc, au secondaire, puis l'influence de l'entourage et tout ça, puis j'étais quelqu'un qui voulait s'intégrer avec les autres. Déjà, j'avais une certaine différence étant donné que mon père était une vedette à l'époque et que moi, j'étais cet enfant-là. Je te dirais que j'ai un peu forcé la note pour être un peu comme tout le monde. Puis j'en ai un peu payé le prix, je te dirais. Oui, de quelle façon? Parce que... J'essayais de m'illustrer, mais par la négative. Donc, je me suis, étant donné que je n'avais pas nécessairement les meilleures notes en classe, je me suis retrouvé en retenue. Je me suis retrouvé... Dans le clown de la classe? Le clown de la classe. J'ai eu ça. Je plaisais aux filles et les filles me plaisaient beaucoup. Les hormones poussent à ce moment-là. Et puis, jusqu'au jour... Puis, tu sais, j'avais une vie il y avait un revers à ma vie, c'est que j'avais une vie absolument extraordinaire qui n'avait rien à voir avec la vie des autres étudiants de mon école. Tu sais, moi, je pouvais prendre l'avion et aller à Paris une fin de semaine. Tu sais, avec mon père, je faisais ça. J'ai vécu dans le Ritz de Paris. J'ai rencontré Charles Ritz. J'ai rencontré toutes les grandes vedettes de mon époque grâce à mon père. Tu sais, j'allais souvent dans des lancements, des premières. Donc, j'avais un vécu qui ne marchait pas, j'allais dire fitait pas, mais en tout cas, qui ne concordait pas avec mon
mon parcours scolaire. Je ne pouvais pas raconter ça à mes amis. Ça n'avait pas de commune mesure avec ce qu'eux autres vivaient. En banlieue de Montréal, je veux dire, les enfants n'avaient pas ce genre de vie-là. Donc, j'ai essayé un peu, comme je t'ai dit, un peu par la négative, de m'insérer à travers mes amis. Puis ça m'a peut-être un peu nuit, je dirais. Est-ce que tu as subi de l'intimidation? Oui, mais je payais des gens pour casser la gueule de ceux qui me faisaient de l'intimidation. Mais sincèrement, je faisais ça. Oui? Oh, vrai? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, entre autres. Puis, je ne suis pas fier de ça, là, mais il fallait parce que je m'étais fait agresser et le gars me dit, à soir, genre le lendemain, je t'attends. Et le lendemain, j'avais engagé quelqu'un qui était un gars pas mal plus baraqué que moi. Et je l'avais payé pour y péter à la gueule. Et il a pété à la gueule. Il a sonné solide. Et j'ai plus eu de problème avec cette gang-là le reste de l'année à l'école. C'est un bon investissement. Ben, en tout cas, c'était un 20 très bien investi, je te dis. C'était pas cher dans ce temps-là. Ben 20 c'était quand même beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Tu sais, pour un jeune étudiant, mais j'avais cette réserve-là et je m'en étais servi. Donc, j'étais un enfant débrouillard, par exemple, puis mes professeurs, ils me détestaient pas. Tu sais, ceux qui comprenaient la bête. Tu sais, d'ailleurs, j'ai encore un attachement particulier avec un professeur de français de secondaire 3, Denis Mouton, qui est maintenant... bien sûr, assez âgé, mais puis il m'avait fait tout un speech, je me souviens, parce qu'écoute, je sortais par les fenêtres pour faire rire le monde, et rien que je faisais pas. Et il m'a fait un speech en me disant, Éric, un jour, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Puis tu sais, tu étais assez fendant quand tu as 16 ans, 17 ans, vers tes 17 ans, c'est là que je m'en allais, tu sais. J'avais redoublé ma 3e, donc c'est pour ça que j'étais un peu en retard. Et je me suis dit, c'est un cave, puis je vais lui montrer un jour que je vais réussir. J'ai réussi, mais c'était pas un cave. Il avait raison, effectivement. À peu près tout ce qu'il m'avait dit à ce moment-là, alors que j'avais pas l'âge pour le comprendre, s'est avéré, bien des années plus tard. Donc, le cheminement scolaire est quand même ardu. Tu t'aimerais mieux être ailleurs que là. Ben, c'est parce que je trouve pas mon compte dans l'école, tu sais, puis je suis souvent... comment je te dirais, je suis un poids sur certains professeurs parce que comme j'ai de la difficulté à comprendre, puis un jour, je rentre dans une classe de mathématiques, puis on avait changé souvent de professeur, et c'est important, les professeurs, d'avoir toujours le même professeur, surtout quand tu as des élèves un peu, tu sais, qui ont une condition particulière comme moi j'avais. Puis quand j'ai vu ce professeur-là, puis là, on rentrait en algèbre à ce moment-là, on était en secondaire 3, maintenant c'est en secondaire 2 qu'on fait ça, là, tu sais. Même secondaire. Quand j'ai vu ça sur le tableau, parce que j'avais essayé pendant quelques semaines de comprendre les rudiments de cette affaire-là, j'ai fait non, je m'en vais. Je quitte l'école, je vais aller gagner ma vie autrement. J'aurai jamais besoin de ça dans ma vie. C'est vrai, en effet, j'ai jamais eu besoin d'algèbre pour gagner ma vie. Mais ce que j'oubliais devant cet élan d'affront de ma part, c'est que un parcours scolaire est important, un parcours éducationnel, puis tu sais, de vivre toutes les étapes qui mènent vers... ensuite, le cégep vers l'université. Tu sais, je me suis un peu tiré dans le pied en faisant ma tête à ce moment-là. Donc, j'ai travaillé, je te dirais, presque en double et en triple. Puis comme je suis l'enfant de quelqu'un qui était dans le même métier que moi, ben les portes ne se sont pas ouvertes facilement, là. Ah non? Non, il a fallu que je donne des coups de pied n'importe pour qu'elles s'ouvrent. Ah oui? Oui, absolument. On veut pas, dans la même famille, on ne veut pas deux personnes qui réussissent. Mais à force de travailler, à force de montrer que j'avais ma propre personnalité puis que j'étais capable de m'illustrer à ma façon, j'ai pu faire un chemin. Mais je n'ai pas fait le même chemin que mon père, ça c'est clair. Mais la réussite dérange. La réussite... Oui, c'est vrai. La réussite dérange. Je pense qu'au Québec, on dirait qu'on... Pas seulement au Québec. Non, c'est la nature humaine qui fait ça. Mais c'est correct. Je te dirais que... C'est drôle parce que je vois ma fille aujourd'hui, j'ai 2 enfants. J'ai un fils de 28 ans puis une fille de 30 ans. Puis ma fille a le même parcours. On n'a rien de facile. C'est-à-dire qu'on finit par l'avoir, mais on l'a jamais ça nous est jamais donné sur un plateau d'argent, disons. Puis là, ta fille, elle est à l'université, je crois. C'est-à-dire qu'elle a terminé son université, elle a réussi son barreau. Elle l'avait manqué la première fois de quelques points à peine. Pendant la COVID, elle était à l'université. J'ai été la chercher. Je l'ai amenée chez moi. Elle a fait toutes ses études du barreau dans le sous-sol, pas dans le sous-sol, mais dans mon bureau chez moi. Et elle a réussi avec une très, très, très belle note. Là, en ce moment, elle est en train de terminer son stage en droit et devrait éventuellement être officiellement avocate. Elle ne veut pas que je l'appelle l'avocate encore, mais
Elle fait tout comme si elle était avocate, puisqu'elle est en stage. Mais tu dois être très fière de ça parce que là, justement, toi, ton parcours scolaire, c'est avéré un petit peu plus difficile. Elle a persévéré. Oui, elle a persévéré. Puis même mon fils a eu ce même genre de trouble-là. Mon fils Cédric, tu vois, lui, il est tombé dans le printemps, quand il y a eu les manifestations, les carrés... Printemps érable. Les carrés rouges. Les carrés rouges, je me souviens plus, en tout cas, avec les frais scolaires et tout ça. Et il a lâché l'école. Il est un entrepreneur. Il réussit très, très bien. Mais lui aussi, tu sais, j'y en parle des fois, je n'aimerais pas ça, peut-être compléter ta formation. Il a quand même été assez loin, mais pour lui, sa route s'est arrêtée là. Tu sais, alors qu'Ariane, elle, je te dirais, elle est plus portée vers les études, puis elle a beaucoup aimé ça. D'ailleurs, je te dirais que c'est un peu difficile quand tu as passé ta vie à étudier, à mettre ça en pratique, passer de la théorie à la pratique. C'est ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. C'est bien. Et toi, par rapport à l'école, on sait que tu es retourné faire ton secondaire 5. C'est tout nouveau, ça, là. C'est une décision de cette année, en fait, de l'année dernière, mais que tu as commencé cette année en septembre. Oui, mais écoute, ça faisait longtemps que j'y songeais. Je suis un gars très, très honnête dans la vie de tous les jours. Et à chaque fois que j'écrivais un CV ou que je parlais de mon parcours, souvent, je tronquais un peu la vérité à ce moment-là. Je parlais de formation, de ci, de ça. C'était pas mentir, mais c'était pas dire la vérité pour moi. Tu sais. Un pieux mensonge. Oui, mais ça reste que c'est un mensonge pareil. Puis je m'en voulais parce que je suis pas capable de mentir. Tu sais, je suis pas capable. Puis je voyais, tu sais, puis souvent, puis en cours de route, tu sais, je suis passé de décrocheur à autodidacte, tu sais, parce qu'il y a Stéphane Bureau qui est un bel exemple d'autodidacte, mais tu sais, quand j'ai eu fait une entrevue avec lui il n'y a pas si longtemps, il me dit, je suis un autodidacte, mais j'ai fait tout mon secondaire et j'ai fait une partie du cégep. Mais tu sais, être un autodidacte, puis d'être comme Stéphane Bureau, c'est une exception, là. Je veux dire, c'est très admirable de sa part. Tu sais. Je pense que rendu là où il était dans son parcours éducationnel, je pense qu'il n'avait plus nécessairement besoin d'aller plus loin. Tu sais, le métier, le former, il s'est formé lui-même. Mais ça, c'est une rare exception. Tu sais. Moi aussi, je me suis formé. J'avais un peu cette fierté de dire que j'étais un autodidacte, mais ce qui m'a manqué, c'est tout le parcours, la connivence que l'on a avec des étudiants dans une salle de classe, la remise des diplômes, l'atteinte d'objectifs, de viser toujours plus haut. Je suis un peu chanceux parce que quand je suis retourné à l'école en septembre 2019, j'ai eu la chance de connaître ce qu'était l'école jusqu'à ce qu'il y ait la pandémie. Mm-hmm. Et j'ai réussi rapidement à m'illustrer dans cette école-là. C'est une école, c'est le centre de formation Le Tremplin à Sainte-Rose, où la majorité des élèves ont entre 16 et 24 ans, donc pépère à 60 ans à ce moment-là. J'allais sur mes 61 ans. Je me suis fait regarder un peu croche quand je suis rentré dans cette école-là, mais les gens qui étaient à l'intérieur m'ont rapidement, entre autres une conseillère en orientation qui est pour nom Geneviève Gauthier, je la salue en passant, m'a rapidement montré que tout ça était possible. Puis c'est drôle parce que là, il n'y a pas de hasard. On dit dans la vie, il n'y a pas de hasard. Moi, je suis un grand marcheur. Je marche entre 8 et 10 km par jour. 6 jours semaine, c'est ma façon de ventiler puis de penser. Et un jour, j'ai rencontré un citoyen dans ma ville, à Boisbriand. Je commence à jaser avec lui, puis il me dit qu'il est professeur de sciences dans une école pour adultes, dans un centre de formation pour adultes. Puis je lui dis, j'aimerais ça un jour retourner aux écoles. Ben, il dit, aux études. Ben, il dit, regarde, ça se fait. Il rentre chez lui, il sort avec une carte, puis il me donne 2 noms. Et je prends il y a un gars et une fille. Je dis, bon, on va prendre la fille. Je prends un rendez-vous avec la fille. D'un coup, qu'elle est blonde aux yeux bleus. On ne sait jamais. C'est une très belle femme en passant, mais c'était pas ça, tu comprends? Fait que je l'ai écouté, puis j'ai fait, OK, correct, c'est possible tout ça. Alors, je me suis inscrit. Puis de fil en aiguille, je me suis intégré. J'ai même été nommé président des étudiants, imagine-toi, de mon école. J'ai pu partir à l'intérieur différentes initiatives. Encore la station de radio étudiante. Écoute, j'ai encore ce rêve-là, mais pas pour mon centre de formation, mais pour ma ville, mon centre jeunesse dans ma ville, ma maison des jeunes.
Mais effectivement, puis tu sais, j'ai eu la chance, j'ai même fait une campagne d'inclusion parce que dans cette école-là, il y a les FG, donc formation générale dont je suis, et il y a les IS, donc insertion sociale, des gens avec des handicaps intellectuels. Et je trouvais que les deux populations ne se parlaient pas assez. Et ayant une formation autodidacte quand même en communication, j'ai fait, tiens, je vais partir une campagne. Et cette campagne-là, j'ai appelé ça Mes amis IS, entre parenthèses sur le IS. Et je demandais donc à des étudiants de formation générale de me parler de leur lien d'amitié avec des IS et vice-versa. Et pendant le temps, jusqu'à temps qu'il y ait la COVID, je te dirais que ça a eu un très, très grand impact. Ça a été bien vu à l'intérieur. J'ai parti avec la gang, je m'en allais avoir une salle de jeu, une espèce de cool zone où les étudiants pouvaient s'asseoir. J'avais trouvé un gros sofa où on pouvait s'asseoir pour se mettre à l'écart un peu, peut-être rencontrer, jaser ou même étudier. Alors, j'étais sur une belle lancée jusqu'à ce que la COVID arrive. Puis heureusement, je dirais que j'ai pu goûter à ce que je pensais ce que c'était de ce que j'avais manqué. Là, je suis en train de vivre une difficulté qui est l'éducation à distance. Tu sais, il y a toujours 1000 choses à faire. La distance virtuelle, je comprends les étudiants en ce moment d'en arracher, de vouloir retourner en classe. Puis aussi les parents, là, tu sais, c'est quand même difficile pour eux autres d'être des professeurs alors qu'ils ne le sont pas, ils sont des parents. Donc, je vis une double difficulté. J'ai toujours ma dyslexie, mais en même temps, j'ai aussi cette distance-là avec l'éducation en virtuel. Puis tu comptes le terminer quand, ton secondaire 5? Là, tu fais quel selon là, je suis en train de... Écoute, je me bute à un mur absolument terrible. Je suis en secondaire 2 en maths. Il y a 2 manuels. Je suis en train de terminer le premier. J'ai un examen, et je l'ai fixé d'ailleurs à la semaine prochaine. Mais tu sais, il y a eu la période des fêtes. Ensuite, au retour, on est revenu. Il a fallu que je retourne en classe parce que j'avais complètement tout oublié. Tu sais, ma dyslexie, j'ai aussi un déficit d'attention à travers ça. Donc, il faut... Un gars comme moi, puis un étudiant de mon âge, je te dirais qu'il faut qu'il travaille en double si ce n'est pas en triple pour retenir la matière. Tu sais, c'est pas... Ça ne me vient pas facilement. Puis là, il y a eu la semaine de relâche, le décès de mon père, je me suis occupé des funérailles. Là, je suis en train de revenir en ligne et je suis en train de préparer ma feuille de notes pour avoir mon examen pour éventuellement passer à la portion 2. J'espère pouvoir terminer mes maths de secondaire 2 cette année parce que je ne suis qu'en mathématiques. J'ai fini mon français, j'ai fini mon anglais. Puis, après ça, je vais clencher. J'ai fait aussi un GEN, ce qu'ils appellent, ce qui est drôle d'ailleurs comme je dirais, ce qui nous donne des points au niveau des études. C'est une espèce de, je te dirais, d'analyse du savoir, du savoir-être, du savoir-faire. Puis tu racontes ta vie, puis tes forces et tes faiblesses. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ça te donne des points supplémentaires. Ça te donne, écoute, à chaque fois, j'ai 3 GEN et à chaque fois, c'est 4 crédits. Donc, j'ai fait mon premier GEN. Là, éventuellement, je vais m'attarder au 2e, puis éventuellement le 3e. Ça, c'est encourageant, ça, à côté des mathématiques qui sont difficiles. Mais ça me... Puis là, j'avais commencé informatique, mais comme je voyais que j'accusais du retard en mathématiques, je me suis dit, bon, je vais me concentrer. Je vais piner, comme on dit en bon québécois, les maths, puis je vais passer au travers. Donc, j'essaie de ne pas trop me donner d'échéancier, mais en même temps, je ne veux pas finir mes vieux jours à l'école. Vieux jours qui arrivera bientôt. Mais tu es quand même un modèle. Tu disais, bon, tu te faisais regarder un peu de travers, mais moi, je considère que le jeune, peut-être que même inconsciemment, il ne s'en rend pas compte, mais il te voit arriver, il dit, écoute, ce gars-là, il a comme 2 fois mon âge, facile, et puis il retourne sur les bancs d'école. Donc, à quelque part, tu es un modèle. C'est-à-dire, j'ai eu pas tant de mauvais regards, mais j'en ai eu au début. Puis il faut que tu piles sur ton orgueil, retourner en classe avec des petits jeunes, puis tout ça. Puis ils veulent pas tous être là. Hein? Il y en a qui sont non, là. Il y en a beaucoup. Puis il y a des. Puis je vais prendre l'expression, mais il y a beaucoup de poquets. Il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui ont été échappés par le système d'éducation, qui viennent de milieux plus difficiles. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens absolument extraordinaires qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a beaucoup de gens qui viennent de d'autres pays. Je pense entre autres à Yang, qui est une jeune maman avec 3 enfants, qui vient de Chine, qui doit apprendre le français. Elle, ce n'est pas les mathématiques, c'est le français, sa bête noire.
puis elle travaille fort. Tu sais, puis j'en ai d'autres, là. J'ai plein d'exemples de gens, je pense entre autres à Fernando, qui vient du Guatemala, qui était un animateur de radio là-bas, qui avait une belle carrière, mais qui s'est envenu ici à cause des conditions du Guatemala. Puis tu sais, je côtoie des gens qui vivent des difficultés et qui prennent les moyens pour s'en sortir. Tu sais, et ça, pour moi, c'est très, très inspirant. Moi qui n'ai pas cette pression-là, tu sais, les études, c'est bien parce que je le veux. C'est pas une question de survie, le rendu à mon âge. Non. Puis c'est ça, c'est de prendre cette décision-là parce que, bon, ta carrière, tu l'as bien établie. Puis Ça ne changera pas mon casting. Non, ça ne changera pas ton casting. C'est ça. Mais tout à l'heure, tu disais, c'est ça, je mentais à quelque part. Ça reste quand même un mensonge d'un peu... mettre un peu de mensonge blanc. De mensonge blanc dans mon CV parce que, donc, parce qu'il y avait une honte à quelque part. Oui, il y avait une honte. Il y avait une honte de dire... Puis, tu sais, je suis en politique, puis on dit souvent que les politiciens, c'est des menteurs. Puis moi, je suis un gars qui, écoute, sincèrement, d'abord, je ne volerai jamais Saint-Saëns, puis j'aime pas mentir. Puis je me souviens d'avoir écrit, je me souviens pas quoi, le genre formation de je sais pas quoi, là, tu sais. Puis j'ai fait, non, Éric. Tu sais, je l'ai écrit parce que c'est difficile à expliquer. Tu sais, autodidacte. Là. Tu peux l'écrire, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Tu sais. Tandis que maintenant... C'est pas un diplôme, en tout cas. C'est pas un diplôme. Puis, tu sais, rendu à l'âge où je suis rendu, avec la carrière que j'ai eue, avec le rayonnement que je peux encore avoir, je pense que je peux inspirer les gens. Puis j'ai toujours fait ça. Tu sais. J'ai eu plusieurs batailles dans ma vie. Et à chaque fois que j'ai pu parler de mes batailles pour essayer d'inspirer les gens, je l'ai fait, tu sais. Parce que je me dis qu'on a juste une chance de vivre. Je ne crois pas à la réincarnation. En tout cas, je me dis, ma vie, je l'ai là. Je suis tout semaine d'en faire quelque chose. On n'attendra pas sa prochaine. D'un coup, il n'y en a pas. Par notre deuxième, on va en profiter autant. C'est ça. Mais c'est parce que il me semble, en tout cas, puis j'ai toujours essayé de faire ça, que ma vie soit utile. Faire œuvre utile, pour moi, c'est un concept qui est important. Puis la politique, c'est pas arrivé par hasard. C'est justement parce que faire œuvre utile, pour moi, ça fait partie de mon ADN. Et justement, c'est arrivé comment, ça? Chez nous, mon père et ma mère, je vais l'appeler ainsi, accueillaient du monde qui venait de milieux défavorisés pour bâtir. Parce que chez nous, mon père, il faut vous dire, il a acheté une maison qui était un chalet qui est devenu un château. Mais tu sais, elle a été en construction pendant 20 ans. Alors, comme mon père n'avait pas... À cette époque-là, on engageait les gens un peu pour faire la construction, l'électricité, la plomberie. Mais ces gens-là sont devenus littéralement des membres de notre famille. La personne dont je t'ai parlé, qui était un peu comme mon frère, c'est un peu comme ça qui est arrivé. Mais tu sais, c'est des gens qui venaient du Faubourg Amelas. C'est des gens qui venaient de quartiers défavorisés, qui n'avaient jamais vécu et qui ont vécu avec nous. Et ces gens-là m'ont donné une bonne dose de réalisme. Parce que oui, j'allais coucher au Ritz de Paris quand j'étais avec mon père à Paris. Mais en même temps, je connaissais le Faubourg Amelas. J'ai connu l'envers de la médaille, le Chinatown, la rue Saint-Laurent. C'était les quartiers des gens avec qui je vivais à ce moment-là. Ils m'ont montré ce que c'était que la réalité de la vie et je te dirais que ça a été une bonne base dans ma vie pour être la personne que je suis aujourd'hui. Tu sais. Donc, c'est ça, c'est un apprentissage de vie, malgré le fait que tu avais cette chance-là de pouvoir côtoyer les plus grands, si on peut dire, dans le milieu artistique ou même de voyager. Vous aviez quand même... Puis ça, c'est quand même un beau cadeau aussi que ton père vous a offert parce qu'il aurait pu avoir des ouvriers et le considérer seulement comme tel. Absolument. Tu viens travailler, tu viens faire ce que tu as à faire chez moi, je te paie, tu t'en retournes chez vous, puis tu es mon subalterne. Puis c'était des gens colorés, c'était des gens, puis chez nous, écoute, ça sacrait, c'était effrayant chez nous, mais quand quelqu'un sacrait, il mettait 10 cents dans une bouteille. Puis à la fin de la semaine, on s'achetait de la liqueur. Tu sais, on achetait ça, on appelait ça de la liqueur dans le temps, des boissons gazeuses. Puis on avait du fun. C'était une drôle de famille chez moi. C'était un milieu de vie difficile à décrire parce qu'il était tellement hétéroclite et tellement en contraste par rapport à la vie que mon père pouvait avoir dans les studios, les premières, les ci, les ça. Mais quand il revenait chez lui, donc chez nous, c'était une vie très terre-à-terre. Et tu as baigné dans le... Moi, je dois te poser la question parce que tu as baigné dans le milieu artistique de par ton père, puis même de par ta propre carrière. Que ressors-tu de positif? Et comment je pourrais dire?
selon toi, qu'est-ce qu'il y a de plus positif dans ce milieu-là et qu'est-ce qu'il y a de plus négatif? Dans le domaine artistique, puis écoute, à chaque fois que je pense au milieu dans lequel j'ai pu évoluer pendant toutes ces années-là, c'est des grands généreux, c'est des donneurs, les artistes. C'est des donneurs de bonheur, c'est des gens qui vont passer leur vie à mettre des sourires sur le visage de gens. Souvent, j'allais voir des spectacles. Quelquefois, je me retournais juste pour voir le sourire des gens à la salle et je me disais, c'est ça un artiste, c'est le côté noble du métier d'artiste. La culture est très importante. On vient encore de le vivre avec la COVID. Ça nous manque encore. Des spectacles, l'art vivant, c'est très important. D'avoir un contact avec non seulement les membres de notre famille, mais avec des artistes que l'on idolâtre. C'est très important. Donc, ce sont, pour moi, j'ai toujours eu une grande admiration. Je continue à en avoir. Puis ma phrase, je ne sais pas si tu me l'as entendu dire à la radio, mais les plus grands sont les plus simples. Moi, j'ai côtoyé les plus grandes vedettes du monde culturel, non seulement local, mais international, et ça s'est toujours avéré. J'avais souvent plus de facilité à faire une entrevue avec un Charles Aznavour, un Michael Bolton, qu'une vedette qui commençait, parce que la vedette qui commençait faisait attention à tout ce qu'elle disait, de peur d'être jugée, de peur de projeter une image qu'elle n'était pas, alors que les plus grands, ils sont ce qu'ils sont. Ils n'ont plus besoin de... Ils n'ont plus rien à prouver. Ils n'ont plus rien à prouver, ils sont rendus là, ils ont réussi ce qu'ils avaient à réussir. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. Ici, au Québec, on a eu un beau modèle de ça. Céline Dion a été un beau modèle de ça, qui nous a montré qu'on pouvait à la fois être une vedette internationale et avoir le même langage que notre voisin. De se souvenir d'où on vient aussi. Exactement, exactement. Alors moi, ça, c'est le côté, je te dirais, positif. Le côté négatif du milieu, et ça ne vient pas des artistes, c'est tout le côté mercantile, si tu veux, du show business, parce que, c'est une de mes phrases. Pour moi, ça a longtemps été le show business et c'est devenu, à un moment donné, le business show. Donc, c'est devenu d'abord et avant tout une business qui menait vers un spectacle, alors qu'avant, c'était pas ça. Il n'y avait pas de logique. C'était un artiste qui donnait quelque chose, tandis que maintenant, c'est pensé, c'est réfléchi. Une grosse machine derrière. Il y a une machine de communication, il y a une ligne de pensée, il y a un look, il y a tout ça. C'est pas tout négatif, mais en même temps, je te dirais que ça enlève une certaine spontanéité. On dénaturise un peu. Oui, absolument. Je pense qu'on oublie que derrière l'artiste, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui est là pour donner son art, puis en même temps, puis j'ai toujours dit ça à mes enfants, excellez dans ce que vous avez à faire et vous serez, vous serez riche, mais vous serez heureux, puis la richesse, si elle a tombé sur vous, elle va tomber sur vous parce que vous allez exceller dans ce que vous allez faire. Alors que maintenant, on vise la célébrité. Et ça, je te dirais que c'est le grand bouleversement. C'est que tout le monde, maintenant, à la tribune, tout le monde peut se faire un podcast, peut se faire des photos sur Instagram. On s'auto-proclame vedette alors qu'à quelque part, c'est un métier. C'est un réel métier. C'est une profession d'être un artiste. Ce n'est pas artiste qui veut. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent du jour au lendemain et qui prennent beaucoup trop d'éclairage, je te dirais. Puis là, on pourrait rentrer dans tout l'aspect des réseaux sociaux, de l'opinion, de monsieur et de madame tout le monde. Alors qu'avant, on réfléchissait, on n'écrivait pas tout ce qu'on pensait. On avait le temps de réfléchir. Si on était en maudit contre quelqu'un, on écrivait une lettre. Et pendant qu'on écrivait, peut-être qu'on pouvait effacer quelques phrases, alors que maintenant, on ne le fait pas. Dans la réaction rapide. Exactement. Et ça, je te dirais que ça enlève beaucoup de plaisir aux artistes que d'être obligé de vivre cette pression-là du regard, mais surtout du jugement des gens. Puis, c'est des gens souvent qui se cachent derrière un écran, qui n'ont pas réussi grand-chose dans leur vie et qui en veulent aux artistes d'avoir réussi. Et ça, je trouve ça très injuste. C'est un prix trop cher à payer maintenant. Oui, c'est ça, parce que ça peut faire très mal de subir ça. C'est quand même un milieu aussi où il y a beaucoup d'appelés, mais peu de vrais élus qui vont être là. Ça joue rough quand même dans le milieu artistique. Bon, tu vas dire, il y a d'autres milieux. Oui.
Mais justement, là, que ça soit... C'est pas du 9 à 5, c'est pas une job syndiquée, c'est pas... Tu comprends? C'est par la nature même de l'emploi, puis c'est des emplois où il y a pas tant de place sous le soleil, alors il faut un peu jouer du coude pour se tailler une place. Je dis pas que je l'ai pas fait moi-même, ou j'étais quand même assez, pas agressif, là, mais j'étais... j'ai bien défendu, je pense, le territoire que j'occupais, je l'ai beaucoup travaillé. J'ai pas volé ce qu'on m'a donné en termes de rayonnement. C'est parce que je l'ai vraiment travaillé. Alors, je pense que c'est la nature même du travail. Puis c'est correct. C'est un entonnoir. Tout le monde ne peut pas passer au travers. Il y a quelque part, il y a comme une sélection naturelle. Puis c'est là où je reviens aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, on confond... quelqu'un qui est vraiment un artiste à quelqu'un qui se met sur la place publique et qui se donne une importance qu'il n'aurait pas eue sans les réseaux sociaux. Et dans tes entrevues, je sais que tu en as fait plusieurs, y en a-tu une qui t'a marqué davantage parce que tu as, comment je pourrais dire, qui t'a amené à grandir en tant qu'être humain, qui t'a transformé à un moment donné dans ta vie? C'est pas une, c'est chacune. Parce que moi, je ne sais pas. Enfin, ma spécialité, surtout maintenant, parce que j'écris pour le magazine de la semaine, c'est de faire des grandes entrevues, tu sais. Puis je devrais peut-être pondre plus de textes, mais j'essaie de mettre. J'ai la chance, c'est à la fois d'être conseiller municipal et d'avoir ce métier-là. Donc, je te dirais que j'ai la chance de faire de belles rencontres, pas en personne, parce que là, on est tout en virtuel, là, mais. Puis j'ai des échanges, tu sais, à chaque fois, il y a des gens, et ça fait depuis décembre 2019, je pense, que je suis revenu à ce genre de grandes entrevues. Je te dirais que chacune de ces entrevues-là m'a inspiré. Tu sais, il y a des gens qui méritent tu sais, toute l'attention qu'on peut leur donner, tout le respect qu'on peut leur donner. Moi, je le fais, tu sais, dans la façon d'écrire. Si jamais vous mettez la main sur un magazine la semaine et que vous lisez une de mes entrevues, il n'y en a pas toutes les semaines, là. Des fois c'est aux 2 semaines, des fois c'est une fois par mois. Vous allez remarquer que ma forme d'écriture n'est pas comme celle de mes collègues, et j'ai rien contre celle de mes collègues, mais j'ai voulu amener quelque chose qui était différent. Je ne suis pas en formule question-réponse, je suis avec un vrai texte. Donc il y a une intro, il y a le texte de présentation, ensuite on tombe dans le sujet, dans le vif du sujet, puis il y a un fil conducteur qui nous mène vers une fin, et une fin qui souvent est avec un petit clin d'œil. Tu sais, je me sens beaucoup inspiré de ce que j'ai beaucoup lu dans ma vie, c'est-à-dire que moi, ma lecture de chevet quand j'étais jeune, c'est mon père qui m'a donné ça, c'était les sélections Reader's Digest. Tu sais, il y avait des histoires, puis à la fin, il y avait toujours une... Tu finissais de lire ça, puis tu ne restais pas sur ta faim. Et c'est drôle, j'ai probablement, sans même... Ça fait pas longtemps que je me suis aperçu de ça, je me suis dit peut-être que j'ai un peu reproduit cette façon-là, ce feel-good lecture, on va dire en anglais, donc cette lecture qui fait du bien. Donc, j'ai un peu intégré ça dans ma façon d'écrire. Tu sais, c'est pas des grands textes, c'est des grandes entrevues, mais tu sais, ça pourrait être bien plus que ça, là. Mais j'ai pas l'espace, que si tu veux, on est plus dans le cours, mais d'avoir 3 feuillets et demi aujourd'hui, c'est beaucoup, alors qu'on est dans l'instantanéité, on est dans les petites affaires, les bas de vignettes, et ainsi de suite. Alors, je mets beaucoup d'efforts et de temps. Tu sais, ma technique à moi, souvent, c'est d'écouter au complet l'entrevue à plusieurs reprises. Ensuite, je fais un verbatim au mot près de tout ce qu'on me dit. Et après ça, une fois que le verbatim est écrit, c'est là que je me mets à l'écriture. Et souvent, ça peut prendre plusieurs heures avant que j'arrive avec un texte. Et une fois que mon texte est écrit, je rappelle la personnalité, je lui lis au téléphone textuellement ce que j'ai écrit, s'il y a des ajustements, et c'est rare qu'il y en a, mais ça arrive des fois. Et une fois que la personne me dit « Éric, c'est beau », je prends le texte et je l'envoie à la rédaction, et ce n'est que dans ces conditions-là que je me permets de faire le métier. Mais ce qu'il faut que je te dise, parce qu'on parle d'éducation, je me suis moi-même beaucoup éduqué. À partir de novembre, c'est ça, novembre 2017, novembre 2017, je cherchais à avoir une source de revenus supplémentaire à cette époque-là, puis je m'ennuyais aussi de l'écriture. J'ai envoyé un CV, j'ai vu c'est même mon ex-femme à ce moment-là qui avait vu quelque chose, et j'ai envoyé un CV, et à l'autre bout, c'était une amie à moi que je ne savais pas, qui m'a engagé,
Et j'ai appris mon métier comme ça aurait dû être au départ. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une salle de nouvelles avec des jeunes journalistes et j'ai appris les rudiments de mon métier que je n'avais jamais vraiment appris. Alors, je me suis retrouvé avec humilité et quelquefois quelques coups de pied au derrière de ma chum qui m'a fait preuve de mentorat, mais qui n'était pas complaisante avec moi, qui m'a montré le métier, mais en même temps en me disant, il faut que tu te corriges. Si je te demande telle chose, il faut que tu fasses telle chose. Et ça, je l'ai fait pendant presque 2 ans, peut-être même 2 ans en fait, pour des petits journaux de quartier de l'ouest de l'île de Montréal où j'ai fait du culturel. Et ça m'a redonné, je te dirais, ça m'a redonné d'abord une forme de légitimité de pouvoir m'appeler journaliste, que jusqu'avant, je le disais, mais je ne le pensais pas. Tandis que, tu vois, quand j'aurai terminé mon secondaire, peut-être même avant, je vais voir, je vais aller me chercher ma carte de la FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, parce que je me sens, je sais que j'ai passé par ça. Donc, je suis bel et bien un journaliste dans toute la noblesse du mot. Puis, de transmettre ces connaissances-là, tu disais, moi, je suis allée encore apprendre des choses par le biais de cet ami-là, mais est-ce que ça ne te tenterait pas justement de transmettre tes connaissances? Je ne sais pas ton expérience? Je pense que je le fais une entrevue à la fois. Je pense que je peux inspirer les gens à essayer d'aller au-delà de leur petit périmètre de confort. Je pense que essayer de se dépasser à tous les jours, c'est la quête d'une vie, tu sais. Est-ce que je serai un bon professeur? Je ne sais pas. Je sais que je vais passer à travers mon secondaire 5. Okay? Je vais demander une reconnaissance des acquis pour voir où est-ce que ça me situe. Si j'ai encore la santé, parce que j'ai quand même 63 ans bientôt, je verrai si je ne vais pas prendre des cours au cégep, peut-être même à l'université. Puis qu'est-ce que je ferai de ça? Je ne le sais pas encore. C'est-à-dire que j'essaie de pas trop... je le fais pour moi, je le fais pas nécessairement... Le plaisir aussi, c'est ça, pour exactement. avoir un plus. Non, puis que mes enfants, non seulement moi-même être fier de moi, mais que mes enfants soient fiers du parcours de leur père, parce que pour moi, je l'ai un peu mentionné, mais je pense, j'essaie d'être un bon exemple, non seulement pour les gens autour de moi, parce que comme je suis un politicien, mais également pour mes enfants, essayer de les inspirer, parce que le jour où je ne serai pas là, ils auront des bons souvenirs de leur père. Là, donc, c'est important pour toi, justement, que ton cheminement, que tes enfants, tu parlais un petit peu de honte, puis tout ça, puis justement dans tes CV, donc pour toi, tu voulais enfin vraiment que ça soit vrai, que tu aies terminé tes études. C'est ça. Puis il y a le regard de tes enfants aussi, c'est important pour toi que ce cheminement-là se fasse. C'est sûr que j'inspire mes enfants, tu sais, ils me le disent. Puis moi, mes enfants et moi, on parle souvent, on se dit vraiment les vraies affaires. Puis ils ne m'épargnent pas non plus, parce que moi aussi, j'ai mes moments, là, ils peuvent me dire, moi aussi, mes 4 vérités, mais jamais de façon agressive. Au contraire, on est toujours dans l'amour, mais on est dans la vérité. Puis il faut beaucoup aimer quelqu'un pour lui dire la vérité. Puis j'ai ce genre d'échange avec mes enfants. Donc, oui, si je peux les inspirer, mais rendu là où ils sont, c'est peut-être plus d'inspirer éventuellement mes petits-enfants, si un jour j'ai des petits-enfants, puis d'inspirer les gens qui évoluent autour de moi. Je pense que quand on a la chance d'être d'abord un politicien, d'être un communicateur, on n'a pas le droit de s'asseoir là-dessus. On a une chance, on est élu d'une certaine façon, à la fois politiquement, mais aussi publiquement, avec des votes de confiance. Moi, je pense qu'on se devrait d'être la meilleure version de soi-même, mais tout le temps, là, tout le temps. Qu'est-ce que tu veux apporter, justement, par ton implication en tant qu'élu municipal? Elle est où la différence que tu voudrais faire principalement? Tu sais, ça va faire 8 ans bientôt, au mois de novembre, que je suis élu à Boisbriand. Je m'occupe principalement de la culture. Je m'aperçois que ton rôle, il doit être teinté de modestie, parce que tu as quand même un appareil municipal qui est là. Tu as des gens qui sont des professionnels, qui ont étudié toute leur vie pour être directeurs ou adjoints ou faire ce qu'ils ont à faire dans leurs différents domaines d'expertise. Tu sais. Alors, il faut arriver avec une grande modestie, mais surtout... je te dirais, un esprit ouvert. Moi, ce que je demande aux gens avec qui je travaille au niveau politique, c'est d'avoir l'esprit ouvert. C'est de ne jamais croire qu'on a une certitude, tu sais, parce que souvent, la certitude, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Alors, je me permets
souvent de penser à voix haute sans me demander ce que les autres vont penser. Parce que je me dis que quand on est en train de brasser des idées, des possibilités, ben, tout à coup, on peut trouver, en fouillant, là, on peut trouver une perle, on peut trouver une pépite d'or. Et moi, c'est un peu ça. J'essaie de trouver des pépites d'or pour ma ville, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de présenter la culture. Mais en même temps, il faut se le dire, un conseiller municipal, c'est le trait d'union entre le citoyen et la ville. Puis il faut bien assumer cette tâche-là, puis ne jamais se prendre au sérieux. C'est des grandes responsabilités, mais qui sont éphémères. C'est un petit pas à la fois. Petit pas à la fois. Tu parlais de tes enfants tout à l'heure. Comment c'est passé dans le sens, tu travaillais beaucoup, tout ça, donc tu sais, des heures toujours jamais régulières. C'est vrai. Quand on est dans le milieu artistique. La vie de famille, tes enfants, est-ce que tu as été un père présent? Est-ce que... Écoute, s'il y avait un trophée à recevoir dans ma vie, c'est bien celui de parent, de père. Oui. Oui, absolument. Et je le dis sans prétention, mais c'est bien que tu puisses reconnaître tes propres... Oui. Surtout avec les hommes de ta génération, il faut se le dire. Oui, c'est vrai. Mais mon père était un père tendre. Hein. J'ai eu un père, Édouard Rémy, était un papa très, très attentionné, très tendre. Mais après ça, il est devenu très dur. Je pense que le stress du travail, le succès, et ainsi de suite, l'a durci. C'est-à-dire qu'entre ce qu'il était au début et ce qu'il a été en cours de route, au moment où je pense que... Puis j'avais aussi mon adolescence qui n'était pas nécessairement ce qu'il y avait de plus facile à gérer. Là. Mais tu vois... Tu sais, souvent, j'avais l'impression, j'ai souvent dit ça à mes enfants, ce que j'ai donné à mes enfants, je le créais de toutes pièces. C'était pas parce que je l'avais eu, mais parce que je savais que c'était important pour eux d'avoir. Je le sentais. Et parmi toutes les choses qui m'ont beaucoup inspiré dans ma vie, c'est parce que j'ai eu aussi des très belles choses que mon père m'a données, mais il y a eu aussi, entre autres, une chanson qui s'appelle « Blessure d'enfance ». d'Yves Duteil, où il parle justement de l'importance des mots. Et moi, je suis parti avec cette chanson-là, m'avait beaucoup inspiré en me disant qu'effectivement, un enfant, à l'époque, on disait, pour moi, c'était comme de la plasticine, c'était comme puis c'était comme une cassette vierge sur laquelle tu enregistres des choses. Donc, j'ai été très, très conscient de tout ce que j'ai fait et de tout ce que j'ai dit. J'ai pas un parcours parfait, mais j'ai quand même un pas pire parcours avec mes enfants. Je pense avoir fait du mieux que j'ai pu avec ce dont je disposais, puis ce que j'ai aussi généré en moi en essayant d'être un bon parent. Et je n'ai pas seulement été un bon parent, j'ai été un bon parent même dans la séparation parce que j'ai vécu la séparation avec leur mère et ça m'a été difficile parce qu'il y a eu un bout où il y avait un peu d'aliénation parentale et j'ai pas cédé sous la pression. Je m'étais divorcé de leur mère, ou plutôt leur mère qui s'était divorcée de moi, mais je ne m'étais jamais divorcé de mes enfants. Donc, j'ai réussi à trouver une petite place dans leur vie. Tu sais, j'allais les reconduire le matin, j'allais les chercher. Je les amenais à l'école, mais le 7 ou 8 minutes que je les avais avec moi dans l'auto avant d'aller travailler, c'était un moment important. Et j'ai fait ça là, toute leur vie. Tu sais, j'ai été de tous les concerts d'école, les compétitions athlétiques, tout ce qui pouvait être significatif dans leur vie, j'étais là. J'ai essayé qu'ils se souviennent de ça, tu sais. Puis je pense avoir fait une pas pire job avec ça. Ouais. Et là, tu disais, je vais peut-être être grand-papa. on te le souhaite, en tout cas. Éventuellement. Tu vas être un grand-papa engagé. Oui. J'aimerais qu'on parle de violence conjugale. C'est un sujet que tu as abordé au début des années 2000. Si je ne me trompe pas. Oui. Qui m'a coûté ma carrière. Oui. Ah oui? Oui, disons-le. À ce point-là. Oui, je pense. Peut-être que je suis mal placé pour le dire, mais je pense, ou peut-être que ça coïncidait avec quelque chose d'autre, mais je pense effectivement que ça m'a coûté un peu ma carrière parce que d'en avoir parlé sur la place publique, venant d'un homme... personne n'avait fait ça avant moi. Puis ça reste toujours dans ma philosophie de faire œuvre utile. Je me suis dit, j'ai vécu ça. On m'a posé la question, tout le monde en parle. Guilla avait, les gens dans le métier avaient été conscients de ça. C'était difficile pour moi de le cacher à ce moment-là. Je me suis beaucoup débattu au sens propre là, à essayer de
de mater ce que je vivais là à ce moment-là, qui était pour moi une hérésie. Ça n'avait pas de sens de vivre ça, tu sais, alors que dans ma carrière, ça allait super bien, mais dans ma vie personnelle, puis c'est pas la mère de mes enfants, là. C'est quelqu'un avec qui j'étais ensuite, une fois que je me suis séparé. Quelqu'un pour qui j'avais énormément d'amour et qui portait en elle beaucoup de blessures. Puis ce qui était au départ des moments de l'impatience est devenu, au fil du temps, et ça a pris quand même un certain temps, des gestes vraiment, que l'on pourrait dire de violence. Mais d'abord de violence psychologique, puis ensuite, ça en est venu au coup. T'sais. Puis moi, je me suis retrouvé à l'émission Tout le monde en parle, on m'a posé la question. J'ai longtemps hésité avant de répondre, puis quand j'ai eu répondu, je savais que je venais de faire quelque chose. Tu venais d'ouvrir un panier de crabes. Oui, enfin, il y avait quand même, je pense, 1 400 000 personnes qui regardaient l'émission à ce moment-là. Je n'étais pas nécessairement sur les assises les plus fortes parce que mon émission de radio venait de terminer au 98.5. J'étais à TQS au moment où je faisais Monsieur Showbiz, et d'ailleurs, c'était pour cette raison-là qu'on m'avait invité, parce que j'étais vraiment dans un maelstrom à ce moment-là, professionnel. Puis c'était pas ma volonté. Je me suis retrouvé avec TQS qui était sur le respirateur artificiel, qui allait éventuellement devenir V. Tu sais, j'étais à mauvaise place au mauvais moment, dans des mauvaises conditions. Alors, disons que mes assises n'étaient pas fortes quand j'ai fait cette déclaration-là, en disant que j'avais vécu et j'avais accepté l'inacceptable. Puis je ne suis pas tombé tant dans le détail, mais je pense, en tout cas, en avoir assez dit pour que les gens puissent voir que j'avais vécu de la violence. Mais tu sais, il n'y a pas juste quelqu'un qui pose des gestes violents envers toi, toi aussi. Puis moi, je suis un gars orgueilleux, je ne suis pas fait de 5 frames de choc, comme tu peux voir. J'ai moi-même répondu à cette violence-là. Donc, il y a eu violence croisée. Moi qui suis un doux de nature, tu sais, je ne ferais pas de mal à une mouche, je me suis retrouvé dans cette situation-là. J'ai essayé par tous les moyens, parce que moi, je suis un bon gars, tu sais, je me suis dit, bon, on va réussir. Un battant. Oui, exactement. On va réussir à trouver une solution à ça. Et j'étais en train littéralement de couler, tu sais, jusqu'à ce que je décide un jour d'arrêter ça et d'aller confronter ce problème-là. Je me suis retrouvé donc à faire une démarche personnelle au niveau thérapeutique, je te dirais. Puis, et une fois que j'ai eu passé à travers ça, j'ai compris pourquoi j'avais vécu ça. Bon, je ne ferai pas une thérapie dans le cadre de ton émission, mais souvent, ce que l'on vit, c'est ce qu'on attire, c'est ce qu'on n'a pas réglé dans nos vies. Tu sais. Alors, je pense que c'était beaucoup, c'était beaucoup lié au fait que ma mère est morte alors que j'étais très jeune et que j'avais gardé la fibre sauveuse, et j'ai essayé de sauver cette femme-là qui était une blonde aux yeux bleus à l'époque, entre autres, comme ma mère. Alors, j'ai fait une espèce d'association et j'ai été beaucoup trop loin dans celle-là, je ne la laisserai pas partir. On va s'en sortir. C'est ça, exactement. Parce que ma mère, moi, je l'ai vue une fin de semaine de la fête des mères, et la semaine suivante, elle était décédée, tu sais, alors qu'elle n'avait que 30 ans. Donc, tu sais, les blessures d'enfance, c'est un choc. Tu sais, puis j'ai vécu, puis ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi j'avais accepté ça. Donc, en faisant cette sortie-là publique, je te dirais que j'ai donné un coup d'âge dans mon bateau à ce moment-là. Puis, est-ce que tu regrettes, malgré tout? Ce que je regrette, c'est pas tant de l'avoir dit, c'est que, outre les témoignages de gens, parce que j'ai eu la chance de faire quelques conférences sur le sujet, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui veulent parler de ça. J'ai fait plusieurs émissions aussi, parce que c'est assez spectaculaire comme sujet, j'en conviens. Mais je n'ai pas fait avancer la cause des hommes. C'est-à-dire qu'heureusement, il y a des maisons, tu sais, mais souvent, l'homme est considéré comme étant l'agresseur. Tu sais, puis ça se confirme en ce moment. Il y a les féminicides, tout ça. Féminicides, tu sais, puis c'est il y a des meurtres qui sont causés par l'excédent de cette violence conjugale-là. C'est rare qu'on entend que l'homme a été tué ou qu'il y a eu un meurtre par rapport à l'homme, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même de la violence conjugale. Mais en ce moment, tu sais, la COVID a tout exacerbé. Je te dirais que c'est un vecteur en ce moment. La COVID vient, c'est pas pour rien qu'on se retrouve avec autant de victimes, malheureusement. Mais en même temps, tu sais, c'est des dynamiques qu'on retrouve dans des couples. C'est une personne qui manque de respect à l'autre, et ainsi de suite. Puis c'est pas toujours dans cet ordre-là, mais c'est souvent un milieu toxique. C'est des gens qui ne savent pas où s'arrêter. Puis je peux comprendre très bien qu'une fois qu'on est là-dedans, qu'on a de la difficulté à s'en sortir et à demander de l'aide, tu sais.
Donc, quand je viens dire qu'il y a aussi des hommes qui vivent aussi l'inverse, mais pas dans une... C'est parce qu'il y a toujours le côté physique, là, mais beaucoup plus fort que la femme. C'est normal, tu sais. Mais il y a quand même des hommes qui souffrent. Il y a des femmes cruelles, il y a des femmes sanguinaires. Mais puis je ne sais pas de pointer la femme, là, mais c'est parce que c'est pas... le problème, puis c'est ce que je me suis aperçu, c'est qu'en essayant de lever le voile aussi sur le fait qu'il y avait aussi l'inverse, mais pas dans la même mesure, tu sais, pas dans le même côté dramatique. Je pense que notre société n'a pas voulu entendre ça. Tu sais. Quand un homme parle de ça, c'est un mot. Tu sais, alors que ça aurait été quoi ma façon de répondre à ça? De répondre à ça? Mm-hmm. Non, c'est ça. Puis il faut en parler. Puis moi, je lisais justement que lorsque tu as sorti, tu pensais à ce moment-là, justement, en parlant, tout le monde en parle avec 1 400 000 auditeurs. Étant un gars des médias, puis un gars justement du milieu artistique et médiatique, tu pensais qu'à ce moment-là, ça pouvait, naturellement, toujours ton besoin, on va en parler tout à l'heure de ce besoin altruiste de vouloir toujours aider et de changer, de faire un changement de par tes actions. Et là, tu étais pas mal certain qu'à un moment donné, c'est pas grave, tu pensais avoir quelques appels pour aller en parler encore plus de façon approfondie ou pouvoir un peu revenir sur le sujet et ça a été pas de son, pas d'image. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que oui, j'ai eu des appels, oui, j'ai pu prononcer quelques conférences à des endroits, dont entre autres un à Québec, je me souviendrai toujours. C'était un centre qui venait en aide aux hommes en détresse, puis je faisais mon témoignage, puis il y avait comme 40 personnes dans la salle. Il y avait un gars, je pense, c'était à la 3e rangée, sur le bord, avec les bras croisés, avec une demi-veste en cuir, des tatous. Puis tu sais, tout le temps où je parlais de ce que j'avais vécu, il me regardait avec des yeux. Je me disais, mon Dieu, quand ça va être fini, ce gars-là va vouloir me sacrer une volée, tu comprends? Puis, une fois que j'ai eu terminé ma conférence, il y a des gens qui m'ont donné la main. Merci, M. Rémy, ainsi de suite. Puis lui, il était resté comme dans le fond de la classe, là, ou dans le fond de la salle, plutôt pas de la classe. Là. Puis je me suis dit, il va m'en péter une, tu comprends-tu? Puis il s'est envenu vers moi, il devait mesurer 6 pieds 2, 6 pieds 3. Et quand il est arrivé vers moi, il s'est penché, il m'a pris dans ses bras, et quand il m'a pris dans ses bras, il est parti à pleurer. Puis il me dit, te raconter ce que j'étais incapable de dire. Et je me suis dit que, ne serait-ce que pour cette personne-là, d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, je pense, là encore, avoir fait œuvre utile. Mais notre société n'est pas prête à entendre ça. On ne veut pas. On n'est pas... Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, là, mais encore aujourd'hui, c'est pas... un gars qui vit de la violence, c'est banal. C'est pas... Le gars est capable de se défendre, alors que c'est pas vrai. C'est pas tous les gars qui sont capables de se défendre. Puis se défendre, c'est quoi? C'est y en revirer une sa gueule, la fille, tu comprends? Ça, alors exactement. C'est pas ça. On ne veut pas répondre comme ça. On ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. Bon, heureusement, il y a de plus en plus d'organismes qui aident les hommes. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on m'a demandé de faire un beau témoignage au prix Guy Corneau il n'y a pas longtemps, parce que c'est Jeannette Bertrand qui a gagné le prix Guy Corneau. Guy Corneau, que j'aimais beaucoup. On ne s'est pas beaucoup connus, lui et moi, mais à chaque fois qu'on était ensemble, c'est un homme sensible comme moi, j'en suis un. Je me suis reconnu à travers lui. Alors, je me suis dit, bon, est-ce que je peux faire avancer la cause des hommes? Je pense l'avoir fait, mais c'est notre société en tant que telle qui... Puis, tu sais, à chaque fois qu'il y a un meurtre d'une femme, je comprends l'indignation de tout le monde. Je la partage. Moi-même, je suis indigné. Là. Tu sais, on vit ça tout le temps. Là. C'est pas normal que les gars ne puissent pas faire autrement que de tuer leur conjoint. Tu sais. Puis souvent, derrière ces crimes-là, il y a eu une très grande histoire d'amour, je pense, au départ. C'est pas tout le temps des abuseurs qui dès le premier jour, étaient des abuseurs. Tu sais, il y a pu avoir une dynamique de perte d'emploi, de perte d'estime, de toxicomanie, de relations toxiques qui mènent vers un cumul et surtout gestion des émotions. Oui, une fatalité, tu sais, mais ça n'excuse pas le geste des hommes. Là. Je ne suis pas en train d'excuser, au contraire. Mais à chaque fois, on dirait qu'il arrive quelque chose comme ça contre les femmes.
à quelque part, ça peut venir faire reculer la cause des hommes qui vivent de la violence conjugale parce qu'on se dit, bon, ben, c'est rare qu'il y en a qui en meurent, mais reste que parfois, il y a mort d'estime de lui-même, d'estime, de plein de choses. Ben, les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. Fait que déjà, ça te dit quelque chose. L'homme retourne, je dirais, sa colère contre lui, quelquefois les gens autour. Mais c'est une grande question, tu sais. J'hésitais à t'en parler, puis en même temps, je me dis, bon, ben, là encore, si ça peut faire avancer, mais j'ai manqué de courage en cours de route, je te dirais. J'ai manqué de courage parce que je me suis dit, si je continue à parler de ça, je vais continuer à m'enfoncer, tu sais, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait la différence entre la personne qui, publiquement, a essayé de parler de ça, puis quelqu'un qui n'a pas de colonne. Au contraire, je pense que mon geste était très, très, très courageux. On va avoir du courage, certainement. Mais incompris, parce que notre société n'est juste pas rendue là. Alors, je ne condamne pas la société, mais je lui souhaite un jour d'arriver, parce que ce n'est pas en oubliant un qu'on va régler le problème de l'autre. Je pense pas. Non, certainement pas. On revient un petit peu à l'école. Le milieu de l'éducation en général, t'en penses quoi? De par ce que toi t'as vécu, mais de par ce que tu observes un peu avec, quand même, tu es avec la jeunesse, beaucoup de décrocheurs. Oui. Quel est ton regard, ton constat par rapport à ça? Ben, je pense qu'on montre à nos jeunes à apprendre de la même façon qu'on apprenait quand j'étais tout jeune. Tu sais, et je suis un peu déçu, je te dirais, de ça. Tu sais, je pense qu'il y aurait des façons plus proactives, surtout plus adaptées. Le temps d'attention des jeunes aujourd'hui est beaucoup plus court que celui qu'on avait dans ma génération à moi. C'est pas juste d'utiliser la technologie qui va aider les jeunes, c'est la façon, c'est la matière. Comment est-ce qu'on broie la matière pour qu'elle soit plus digeste? Je pense qu'on n'a pas encore trouvé. Dans le monde de l'éducation, il faut faire la différence entre les étudiants et les éducateurs, les enseignants. Moi, je pense que ce qui plombe l'éducation, c'est tout ce qui entoure, je te dirais, je vais faire attention à ce que je dis, là, mais je pense que le modèle d'éducation, le modèle académique, le modèle d'éducation qu'on a aujourd'hui est pogné dans un carcan qui souvent découle des conventions collectives, des obligations qu'on a envers les anciennetés, et ainsi de suite. Tu sais, on garde des gens, puis je ne dis pas que c'est là, je ne suis pas en train de vous parler de mon école, là, mais il y a des professeurs qui ne méritent plus d'être des professeurs. Tu sais, un professeur... Entièrement d'accord. Je peux te dire que c'est un milieu qui est souvent très syndiqué. Oui. Pour l'avoir vécu moi-même et avoir vu à plusieurs reprises, malheureusement, que souvent le syndicat primait certainement sur... vraiment sur le désir d'enseigner quand tu vas faire ton bac en enseignement. Donc, moi, je l'ai toujours dit. Hein, il y a des gens qui ont pu ça. Tu sais, puis c'est un... Puis on le sait, on ne rencontre pas tant de grands professeurs dans une vie, mais si on en rencontre un, c'est un ou une, là, je le mets au masculin, mais c'est aussi au féminin, ces gens-là peuvent changer notre vie. Tu sais, et je trouve ça très désolant qu'au moment où notre société est si ouverte à tout ce qui est différent, à tout ce qu'on jugeait avant, qu'on n'ait pas fait ce changement-là. Puis tu sais, c'est pas un changement, c'est pas en changeant les écoles en tant que telles, bien que ça aussi, on est dans des écoles très désuètes. Tu sais, oui, c'est ça, de les rénover un peu. En même temps, mais je pense que c'est pas le contenant, c'est le contenu. Tu sais. Puis éventuellement, on arrivera au contenant, mais si on mettait plus d'efforts à ce que la matière, puis tu sais, qu'on ne se retrouve pas avec des professeurs à bout de souffle qui veulent donner, mais qui en même temps sont découragés, bien, je pense qu'on aurait en tout cas une meilleure proportion de gens qui seraient diplômés. Tu sais. Le problème est là. Ils ont été en train de se faire dépasser. Moi, j'étais en Inde, j'étais tourné un documentaire il y a plusieurs années, et j'ai vu le système d'éducation en Inde. Écoute, quand ce géant-là va se réveiller, qui est de la même proportion que la Chine, il faudra qu'on s'attache la tuque solide avec la broche, là, parce que c'est des gens qui sont hautement scolarisés.
et qui ont un désir, ils ont un désir de réussir que nous, on a un peu perdu en cours de route, comme si tout nous était dû, c'est ça exactement, alors que c'est pas vrai, la vie, c'est pas ça, tu sais. Il faut à tous les jours se dépasser et essayer d'atteindre le meilleur de soi. Puis en ce moment, bon, je pense qu'on est en train de stagner dans notre société par rapport à l'éducation. La famille, par rapport à ce que toi tu as vécu, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, les familles de plus en plus éclatées, avec ce qui se passe dans la société en général aujourd'hui, parce qu'il y a eu le moment de ta génération à toi, celle de tes enfants. Les as-tu assez tard, tes enfants? Ben, je me suis marié à 30 ans, donc je n'étais pas une jeune poulette, là, disons que. T'es pas trop vieux non plus. Non. Donc, mais tu as quand même vécu ton bagage à toi, de ta génération à toi, celle de tes enfants et celle aujourd'hui. Quel en est le regard que tu as? J'ai beaucoup de compassion pour les parents d'aujourd'hui. Tu sais, oh my God, c'est difficile aujourd'hui. Je vois, il y a beaucoup de... On surprotège, je pense, d'une certaine façon, les enfants. Tu sais, puis je ne veux pas trop juger non plus, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on en fait trop. En tant que parents, vis-à-vis de nos enfants, comme s'ils n'étaient pas capables eux-mêmes de développer des aptitudes, tu sais, même des aptitudes qu'on n'a pas nous-mêmes. Tu sais, j'ai donné un certain bagage à mes enfants, mais mes enfants ont aussi développé de leur côté certaines aptitudes que moi, je n'ai pas. On est dans Watt, on est dans le... On est loin du petit gars qui part 3, 4, 5 heures en bicyclette puis qui revient pour souper. Ben, on ne sait pas où il était. Bon, on n'est plus dans le même monde non plus, non. C'est vrai. Mais en même temps, je pense le monde aurait avantage à faire plus confiance à ses enfants. Tu sais, puis les parents, ils se mettent une pression incroyable. Tu sais, ne serait-ce que les allergies à l'école, écoute, c'est l'enfer pour les parents. Tu sais, qu'est-ce que je mets dans la boîte à lunch? Puis ça, c'est un détail, là, mais c'est ça tout le temps. Tu sais, puis en même temps, avant, puis ça, j'en ai eu confirmation, tu sais, cette nouvelle génération-là, quand l'enfant ne fonctionne pas, c'est la faute du prof. Mm. Alors que dans la vraie vie, avant, c'était nous autres, là. C'était nous autres le problème. Je comprends aussi la démotivation des professeurs de se retrouver devant une génération qui a viré ça de bord. Tu sais. On devrait demander à nos enfants d'exceller, puis aussi aux professeurs, mais en même temps, si tu es à l'école, il faut que tu apprennes. Moi, il y a une affaire que je ne comprends toujours pas, c'est les cellulaires en classe. Tu sais. Peut-être parce que je suis dans un centre de formation pour adultes, c'est peut-être plus présent. Mais moi, on devrait bannir les cellulaires en classe. C'est surtout avec les problèmes d'apprentissage que l'on a aujourd'hui, c'est une recette pour un désastre, tu comprends? Parce que si le ou la jeune est toujours sur son écran, même en dessous de son pupitre, on vient de lui enlever du temps précieux pour qu'elle puisse apprendre, cette personne-là, une matière qui, quelquefois, est, comme je vous l'ai dit, un peu indigeste. Avec ton poste d'élu municipal, et on voit que par ton parcours, de tout ce que tu m'as expliqué, dit, tu as vraiment le désir de laisser des traces, mais de changer. Tout ce que tu as fait, en tout cas, une bonne partie de ce que tu as fait dans ton parcours, que ce soit personnel ou même professionnel, tu voulais changer les choses. Tu voulais faire œuvre utile, tu voulais faire avancer certaines situations. De quelle façon tu aimerais laisser le plus ta trace quand tu ne seras plus là ou que vraiment là, tu prendras vraiment, vraiment, vraiment ta retraite? Ouais. Tu sais, on essaie tous de laisser une trace de notre passage sur Terre. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Il y a des gens qui vont le faire de façon grandiloquente et d'autres de façon plus discrète. J'essaie de me situer un peu entre les deux. Tu sais, je ne demande pas d'avoir une rue à mon nom, ni un pont, ni un parc. J'aimerais, le jour où je ne serai plus de ce monde, que l'on puisse se souvenir d'un gars qui, avec le bagage qu'il avait hérité, a réussi à quand même s'illustrer à travers la masse. Tu sais. Puis je ne parle pas juste des médias, mais je parle dans tout ce que je fais, parce que j'ai toujours une
J'ai toujours un souci d'amener quelque chose. Je pense que si on a une chance, qu'on est en santé, que la vie nous a donné plus que d'autres, je pense qu'il faut en faire profiter les gens autour de soi. Non seulement les membres de notre famille, mais également notre communauté. La politique aura fait de moi un être plus sensible à tout ce qu'il y a autour de lui. Ça a l'air de rien, mais un politicien, ça peut avoir une influence comme un professeur dans une salle de classe. Mm-hmm. Si ça prend les bonnes décisions, si ce n'est pas centré sur son nombril, il peut avoir pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années une influence positive sur la ville dans laquelle il avait été élu. Ou du moins faire entendre les citoyens. Les citoyens se font entendre. Il y a de plus en plus de moyens pour que les citoyens se fassent entendre. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un comment je te dirais? Je ne suis pas Don Quichotte non plus. Quand j'ai des dossiers de citoyens, je prends leur défense, bien sûr, mais en même temps, j'essaie de leur faire valoir que... C'est drôle parce que ce matin, j'avais un citoyen qui m'appelait, qui avait un problème avec une voisine, avec son chien jappe, la voisine ne veut pas, appelle la police. Le vivre ensemble, c'est toujours... c'est le vivre ensemble comme là. Mm-hmm. Si j'étais arrivé ici en retard, pas respectueux, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est partout, c'est tout le temps, c'est dans la rue, c'est chez toi, c'est avec ton voisin, c'est... C'est le savoir-être, parce que souvent, on a le savoir-faire, mais le savoir-être n'est pas toujours là. Puis on est des humains en évolution, donc... Oui, exact. Donc, tu sais, ma trace, je ne sais pas ce que je vais laisser, mais je vais essayer, à tout le moins, pendant les années où les gens décideront que je les représente, je vais essayer d'être le plus utile possible. Et qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce que tu attends de la vie dans les 5-10 prochaines années? C'est loin, 5-10. Moi, je suis un gars, si jamais tu venais chez moi, tu t'apercevrais que je suis un gars du présent. Je ne suis absolument pas nostalgique de ce que j'ai fait. Il n'y a aucune photo de mon passage dans le monde médiatique, puis pourtant, je pourrais en avoir, mais j'en ai aucune. J'ai décidé, moi, de vivre aujourd'hui. J'ai trop de mes amis qui ont fait le métier... qui ressassent sans cesse ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait, les gens qu'ils ont rencontrés. Je trouve que c'est pas très utile que de rester dans le passé. Moi, je suis vraiment dans le présent aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quand je me suis levé ce matin, là, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma journée. Première chose, en me levant, je fais mon lit. C'est bête, hein, mais c'est un... ton rituel. Mon rituel, mais je ne le faisais pas avant. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Éric, si tu commences ta journée sans faire ton lit, il manque quelque chose. Puis effectivement, fait que je me lève, je fais mon lit. Ensuite, je prends un bon déjeuner. Après ça, je vais prendre une bonne douche. Puis après ça, je vais marcher. Et aujourd'hui, parce que comme j'avais différentes choses à faire avec l'école, je l'ai coupé en deux, ma marche de 10 000 pas et plus. Je me suis fixé un objectif de 2 millions de pas d'ici le 1er novembre prochain. J'ai commencé le 1er mars. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, en principe, je marche 10 000 pas par jour. Je dis en principe parce que des fois, j'en accumule un peu. Je me fais des pas en banque. Ce que je veux, c'est quand même atteindre un but que je me suis fixé. Donc, j'essaie de juste... si je pouvais être une meilleure version de moi, puis que les gens aient la chance d'être inspirés par ce que je suis, puis par ce que je fais aujourd'hui, pas ce que j'ai fait dans le temps, parce que ce qui est fait est fait. Je pense que ça me rendrait très, très, très heureux. Ma plus grande victoire dans la vie, ça aurait été, je pense, d'avoir été le père que j'ai été auprès de mes enfants. Puis en ce moment, j'essaie d'être, au niveau amoureux, je l'ai un peu mentionné, là, mais j'ai eu plusieurs échecs et je suis en train, j'espère en tout cas, de vivre une grande victoire de ce côté-là, le côté affectif. C'est ça parce que là, tu as une conjointe. Oui, j'ai une conjointe qui quand même, qui a du caractère. Mais c'est ça que je voulais avoir une femme je voulais pas... j'aime les femmes qui ont... challenge. Il y a un petit quelque chose. Puis Claudie et moi, on est en train de... On a une grande ouverture. On vit des choses assez extraordinaires et en même temps, une grande indépendance. Moi, je vais continuer à vivre chez moi. Elle va continuer à vivre chez elle. On se voit souvent que les fins de semaine de ce temps-ci. La COVID n'aide pas non plus parce que tout le côté social de mon métier, à la fois journalistique et politique, n'est plus là. Il n'y a plus toutes ces occasions où on aurait pu sortir en couple pour aller
une soirée de remise de prix, une soirée bénévole, ou ainsi de suite, tu sais. Donc, je suis en train de vivre ça, une grande victoire sur le plan personnel qui rayonne à la fois sur ma carrière journalistique, mais aussi politique. Donc, je pense que je suis un gars très, très, très choyé et si je peux continuer à contribuer, je vais le faire. En tout cas, ça sent que tu es heureux et que tu es rendu à une étape de partage, mais tout en continuant des apprentissages, en ayant quand même des objectifs importants. Moi, naturellement, je ne peux pas te laisser aller sans te demander les meilleurs conseils d'animatrice novice que je suis. Naturellement, je ne pourrais pas atteindre un niveau parce que ce n'est pas mon métier premier, mais les meilleurs conseils que tu peux me donner pour mes prochains invités? Je pense que tu fais preuve de grande écoute. C'est déjà une très belle qualité quand on fait ce métier-là, qu'on a une tribune comme toi, tu en as une. C'est bien important. Il faut aussi... tu sais, le plus grand rôle que tu vas pouvoir jouer dans ta vie, c'est ton propre rôle. C'est pas celui que tu aimerais jouer. Tu sais, c'est donc d'être soi. Tu sais, les gens peuvent te détester, mais ou ils peuvent t'aimer, mais s'ils t'aiment pour ce que tu es ou qu'ils te détestent pour ce que tu es, au moins tu leur as montré la vraie personne que tu es. Tu sais. Je pense que être vrai en soi permet d'avoir des échanges, puis on vient de le vivre là, pendant tout ce temps-là. Je pense que jamais tu as senti qu'il y avait une cassette derrière ce que je te disais, tu sais, malgré le fait que je sois politicien. Je suis pas... je suis un être humain d'abord et avant tout. Ce que j'essaie de faire valoir, c'est la personne et les opinions qui émergent de moi depuis mes 62 ans, bientôt 63 ans de vie. Tu sais. Donc, je pense que d'être vrai, d'être à l'écoute, puis de le faire pour les bonnes raisons. Tu sais. Si ta mission est claire pour toi, si c'est pas juste lucratif, tu sais, si c'est pas juste pour vendre des cours, je pense que tu vas gagner. Tu sais, si c'est pas de l'argent, tu vas gagner de l'estime, puis tu vas avoir un rayonnement auprès de tes élèves, auprès de tes parents, auprès des gens de ta communauté, parce que tu vas avoir fait, je pense, quelque chose qui est en accord. Tu sais, si tu es en accord avec la tête, le cœur et le reste de la personne que tu es, tu ne peux pas te tromper. Tu sais. Moi, ce jour, il faut que je sois en ligne avec mes chakras. Ouais, c'est ce qu'on disait aussi quand on se parlait tout à l'heure. Les principes, des fois, il faut en payer le prix de nos principes. C'est vrai. Et c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Parfois, vos principes vont vous coûter des amitiés, vont vous coûter des emplois ou autres. Mais si vous êtes en ligne avec vos chakras, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer d'idée, évoluer, s'améliorer, s'ouvrir vers d'autres personnes, vers d'autres solutions ou d'autres pensées qu'on avait auparavant. D'être évolutif. D'être évolutif. Ce fut un grand plaisir, Éric. Et écoute, moi, on va faire un petit extra après parce qu'on fait toujours un extra pour la plateforme. Si tu là, je me déshabille. Écoute, si tu veux, nous, on est ouverts à tout. Non, tu veux pas voir ça. Tu veux pas voir ça. On est ouverts à tout. Non. Vraiment, mais écoute, on a toujours une petite surprise pour nos invités parce que tu sais que moi, avant tout, je suis un prof. Oui. Mais je dois te dire qu'avant même de recevoir ton diplôme de secondaire 5, tu auras le mien. Ah. Alors, naturellement, je remets un diplôme à tous mes invités. Ah oui? Oui, et je vais te lire le tien. Oui, certainement. Alors, certificat d'engagement décerné à Éric Rémy pour ses nombreuses années en tant qu'animateur de grande qualité, pour ses actions et ses partages ayant toujours pour objectif de faire avancer des enjeux importants dans notre société, pour son engagement en tant qu'élu municipal d'une ville qu'il a à cœur, parce qu'il aborde des sujets sur lesquels parfois d'autres se taisent, pour sa détermination et sa persévérance à vouloir atteindre une diplomation qui l'attendait depuis plus de 40 ans, et surtout pour sa grande générosité. Merci, Éric. Merci infiniment, Claudette. Alors, je te remets ton diplôme. Oh God, c'est un vrai diplôme, là. C'est un vrai diplôme. Écoute, moi, écoute, vous faites la différence. C'est ça le but de ces podcasts que
que j'ai le plaisir d'animer, c'est vraiment de faire la différence à ceux qui vont nous écouter, que ce soit par des échanges, justement un partage de vie, un partage de connaissances, parce que bon, on reçoit des gens comme toi qui sont plus connus, on reçoit aussi des gens qui sont moins connus, mais qui sont des êtres extraordinaires dans la vie, qui ont fait une différence quelconque. On reçoit aussi des spécialistes. Donc, le but, c'est de faire la différence, et puis je suis certaine qu'avec notre entrevue avec toi, mon entrevue avec toi, c'est certain que ça fera la différence de plusieurs personnes. Donc, vraiment, c'est un beau cadeau que tu nous as fait. Merci. Au revoir.